Bonjour à tous. Je vais vous parler d'intelligence artificielle appliquée à l'image pour les marketeurs, que vous êtes plus ou moins tous dans la salle. La première question que vous pouvez vous poser, c'est au fond, pourquoi confier à des algorithmes un sujet comme la créativité, qui est un sujet dans lequel l'humain excelle et pour lequel on peut se demander réellement quel peut être l'apport de ce type de technologie. Alors pour peut-être partager avec vous, vous faire prendre conscience de ce que l'IA peut apporter, regardons ce qui s'est passé ces dernières années. La communication, en fait, 80% de la communication digitale passe au travers de cet écran. Et en fait, on parle de plus en plus de guerre de l'attention, de bataille de l'attention. Il faut savoir que la production de contenu, à destination principalement de cet écran, a été multipliée par 6 entre 2014 et 2020. Et en fait, on a apporté une mauvaise réponse à une bonne question, qui est de dire comment je capte l'attention sur cet écran, en offrant une réponse quantitative, qui est de produire plus de contenu. Le souci, c'est que cet écran a changé fondamentalement la manière dont on surfe sur les contenus. Et si vous regardez bien, on surfe avec le pouce. Je ne vais pas le faire là, ça ne marche pas très bien. Mais je pourrais aller sur, par exemple, Facebook. Je surfe avec le pouce, ça ne capte pas, mais hop, et à un moment, je décide d'arrêter le pouce. Et si je vous pose la question, qui est quel est le temps qu'il nous faut pour prendre la décision d'arrêter le pouce? Je ne sais pas si certains ont la réponse. Je vous invite à lire un papier de MIT qui date de début 2015, qui s'appelle « In the blink of an eye », et la réponse est 13 millisecondes. Nous avons 13 millisecondes pour capter l'attention de nos audiences. La réalité, c'est 13 à 100 millisecondes. Le cerveau humain analyse une image en 13 millisecondes et décide de s'arrêter dessus, prendre une action en 100 millisecondes. Et tout le sujet, tout l'enjeu, et c'est la raison d'être de la création de The Contilly, c'est précisément de comprendre et d'apprendre, grâce à l'IA sur l'image, comment capter l'attention en 13 millisecondes. C'est ce que font nos algos. Alors, je vais vous parler d'une partie un petit peu plus aride au début. On aime bien expliquer comment on procède. On aime bien qu'il y ait un effort de transparence pour aider à comprendre ce qu'on fait. Donc au début, je vais vous parler de data. Et dites-vous une chose, c'est que toutes les images que vous verrez sur cette présentation ont été sélectionnées par nos algorithmes, à commencer par celle-ci. On pourrait prendre le temps d'expliquer pourquoi cette image engage. Je ne vais pas avoir le temps de le faire, mais ça fait partie des images détectées comme images très engageantes par les algorithmes d'IA. La première chose, donc je vais vous parler de data. Pour comprendre ce qu'on fait et ce qu'on est, nous, on est des data scientists qui s'intéressent à la création. On peut aussi s'appeler scientifique de l'image. Vous avez un nouveau métier qui apparaît qui s'appelle image scientist. C'est clairement ça ce qu'on fait. Alors, donc on va prendre un petit point de départ, voilà, qui est la data, qui est bien sûr centrale dans ce que nous faisons. Si on regardait ce qui s'est passé depuis 20 ans, un peu plus, on cherche tous, les marketeurs qui travaillent dans l'écosystème digital, à optimiser cette équation. Le point de départ, c'est 1998. Pourquoi? Parce que 1988, c'est la naissance de DoubleClick, qui est vraiment la première société qui s'est posé la question de la mesure d'efficacité de nos investissements digitaux. Donc 1998, 2020, 22 ans. Et en fait, si vous regardez bien, on a tous collectivement travaillé sur cette équation, seulement on a optimisé 3 choses. La cible, le moment, le canal. Et on a un grand oublié dans cette équation qu'on n'a pas traité du tout, quasiment pas, qui est le contenu. En tout cas, le contenu visuel. Le contenu sémantique a bien sûr été traité avec les technologies de reconnaissance du langage, NLP, etc. Le sujet de l'image n'a pas été traité. Alors, il y a une raison à cela, et on va voir quelle est cette raison. Un petit rappel méthodologique, si je peux dire, ou un petit élément culturel sur la data science pour ceux qui ne sont pas forcément des spécialistes. Donc vous connaissez tous l'expression ou l'expertise qui est traduite au travers du machine learning. Le machine learning, c'est quoi? C'est le fait qu'avant, on avait des data, un programme, ça produisait un résultat.
Désormais, on a des datas, des résultats, et le programme apprend la relation entre les datas et le résultat. Donc il apprend. Notre algo sur la droite. En fait, donc on l'entraîne. Et ensuite, il va savoir quel est le type de combinaison de data optimale pour maximiser un résultat. Le point, ce qui est en train de changer, ce qui a fondamentalement changé, c'est que désormais, l'image peut être transformée en data. Et là, on peut parler de machine learning, on va parler de deep learning, les réseaux profonds. Et que font ces algorithmes? Là, j'ai pris une image d'un influenceur, Jen Tamsna, j'espère pas écorcher son nom, et en fait, cette image est composée de 426 000 pixels. Et donc, l'algorithme, lui, va analyser en détail la composition de cette image. Et en fait, ce qu'il va voir, c'est qu'ici, il va apprendre que cette composition de pixels, c'est une lanterne. Mais il va aussi pouvoir apprendre, au-delà des objets, des formes, des contextes, de la luminosité, de la saturation, de la profondeur. Et on va jusqu'à analyser 3000 dimensions sur l'image. Et quand on fait ça, l'intérêt, c'est que l'image devient data, et donc on peut apprendre. On peut apprendre et appliquer ce que j'évoquais précédemment, et essayer de comprendre quel type d'image, quel type de contenu, à partir de ces 3000 dimensions sur une image, permettent de produire un résultat qui peut être traduit, mesuré, j'ai un petit problème de micro, au travers d'un engagement ou d'une performance. Un engagement, c'est quoi pour nous? Il faut savoir que scientifiquement, on ne sait pas définir l'esthétique. Vous avez des grosses communautés qui travaillent sur ces sujets, sur ce qu'on appelle computer vision, c'est la technologie dont on va, appliquée au marketing et à la création. Et en fait, l'esthétique, c'est une notion qui scientifiquement n'a pas été, à ma connaissance, définie à cette date. En revanche, c'est une chose qu'on est capable de faire, c'est mesurer une réaction à une exposition à un contenu visuel. Et en fait, cette réaction, c'est ce que nous, on appelle l'engagement. Et l'engagement, c'est quoi? Ça peut être bien sûr de l'engagement social, mais ça peut être un clic, ça peut être une vue vidéo, ça peut être une mise en panier d'un produit. Voilà, c'est tout type d'indicateurs qui permettent de mesurer une réaction positive à un message qu'on a diffusé sur une audience. Et donc, je peux décider de mesurer plutôt de l'engagement, de la perf, etc. Voilà. Alors, quand je fais ça, je vais pouvoir faire une chose. Tout d'abord, pour commencer, on a beaucoup parlé d'observation ce matin et j'en étais ravi, parce que c'est clairement au cœur de tout ce qu'on fait. On observe, on passe nos journées à observer et essayer de comprendre. Eh bien, je parlais de réponses quantitatives apportées par l'écosystème à la problématique de captation de l'attention sur notamment le téléphone mobile. Vous avez une parfaite illustration de ce point. Nous, on construit des scores, on score les images. On est parti du principe de leur mettre une note de 1 à 10, à travers l'engagement ou l'impact qu'elles ont sur les indicateurs de performance marketing digital. Donc on affecte un score. Et vous avez ici une représentation qui est très systématique et symptomatique de ce qu'on trouve quand on analyse les corpus sur Instagram, pourtant réputé être un endroit où on publie ce qu'on sait faire à peu près le mieux, on publie le meilleur. Donc globalement, vous avez une petite minorité d'images très engageantes, moins de 10%. Ici, on a 5 plus 3, on verra quel est l'univers dont on parle, les premières. C'est 3 et 5% d'ailleurs, petite erreur de typo. Une grosse moyenne. Donc le x6 sur les contenus, il est là, le quantitatif, et puis quelques erreurs de création-diffusion que vous trouvez en bas. La première chose qui est intéressante de faire, c'est de regarder, de comparer ce qui fonctionne en haut et ce qui ne fonctionne pas en bas. Donc là, je suis dans le secteur de la beauté, sur un sujet qui est le rouge à lèvres. Et donc vous allez pouvoir identifier très facilement que si vous voulez proposer votre nouveau rouge à lèvres, il est préférable de faire un zoom d'application sur les lèvres que de faire un cadrage large. Ici, on a un premier niveau d'analyse qui consiste à identifier ce que nous appelons les classes d'images, parce qu'on ne fait pas l'analyse sur une image, c'est pas un rouge à lèvres, un zoom, c'est le fait que les quelques centaines d'images qui reprennent ce code sont plus engageantes que les quelques centaines d'images qui sont sur le code du bas, nous permettent de conclure que celle-ci fonctionne mieux. On parle de classes d'images. Ce sont deux types d'images qui n'appartiennent pas aux mêmes classes visuelles pour nous. On verra pourquoi j'insiste sur ce point.
Deuxième exemple, dans la mode, la haute couture, high fashion. Le fait de présenter un défilé fonctionne beaucoup mieux et beaucoup plus engageant que présenter une robe, aussi belle soit-elle, sur, par exemple, un tapis rouge à Cannes. On pourrait bien évidemment multiplier les exemples. Première chose, on hiérarchise, on mesure, on compare. À partir de là, on va pouvoir commencer à essayer de comprendre. Je donne un autre exemple. Alors là, on n'est plus sur de l'engagement social, on est sur la commande, on est sur une plateforme de livraison de repas à domicile. Et donc, le point de mesure, c'est est-ce que le consommateur commande le plat après avoir vu l'image. Donc ici, pourquoi j'ai pris cet exemple? Parce que ce sont deux images qui traitent plus ou moins ou à peu près le même sujet, mais avec des niveaux de performance très différents. La distinction entre les deux, c'est que la première, en fait, il y a un phénomène qu'on appelle, nous, de salience, sur lequel je reviendrai, c'est-à-dire que l'œil est attiré par le plat. En bas, vous avez un conflit entre le plat et l'arrière-plan. Et en haut, les ingrédients sont séparés, et donc beaucoup plus engageants pour l'œil, et attirent beaucoup mieux l'œil, et permettent à l'œil de se focaliser sur le plat. Donne des éléments de contraste qui sont beaucoup plus impactants que le plat du bas. Voilà. Une fois encore, on pourrait multiplier les exemples. Mais là, vous voyez que je suis déjà sur un même type de classe d'image et je commence à essayer de comprendre. Là, on parle du traitement de la classe. Donc, puisqu'un contenu engageant, c'est un sujet, une classe d'image, et un traitement du sujet qui, lui, doit être engageant. Donc, on arrive à comprendre comme ça, effectivement, ce qui fonctionne ou pas. Alors, je vais prendre un autre exemple. Enfin, c'est un exemple, c'est deux exemples, mais qui ont un point commun. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui fait que ces deux images, l'une diffusée par BMW, l'autre diffusée par Mouette et Chandon, qu'est-ce qui fait que ces deux images sont engageantes? Je ne sais pas si quelqu'un a la réponse dans la salle. Ces deux images respectent un code, qui est un code du luxe, qui s'appelle la salience. La salience, c'est quoi? C'est le fait d'attirer l'œil sur les éléments d'information importants dans l'image. J'étais ravi d'entendre ce qui se disait ce matin. On a beaucoup parlé d'instinct. On peut parler de cerveau reptilien. En fait, pourquoi on est attaché à ça? Pourquoi on recherche ça en tant que consommateur, citoyen humain, pardon? Parce qu'en fait, l'œil a un mode de fonctionnement. L'œil a une très très haute définition centrale, c'est-à-dire que le centre de l'œil voit excessivement bien. Et une dégradation très très forte quand on s'éloigne de la pupille du centre. Pourquoi ça? Et ça renvoie à ce que Fabrice Leclerc a expliqué ce matin. L'œil a été appris pour des raisons notamment de sécurité et de survie, à se focaliser très vite, à identifier très vite là où il y a un danger. Et bien vous retrouvez ça ici. L'œil a besoin de se focaliser. Reprenez le plat tout à l'heure, l'œil ne savait pas regarder. Le plat, l'arrière-plan, etc. Donc ça, c'est le phénomène de salience qu'on arrive à très bien mesurer à travers nos algorithmes. Un deuxième exemple, là on est bien sur le sujet du traitement. Donc, j'ai un sujet, comment je le traite? Chambre d'hôtel. Bon. Donc ici, vous avez des chambres d'hôtel qui donnent plutôt envie de réserver. Voilà. Il y a 4 grandes raisons. Luminosité, texture, qu'on ne voit pas forcément là, il faudrait que les images soient plus zoomées, pardon. Association de formes, et le dernier, la profondeur, que vous voyez apparaître ici. Il y a 3 niveaux de lecture. Il y a un premier plan, un deuxième plan, un arrière-plan. Voilà. Donc j'ai un sujet, chambre, comment je traite ce sujet? Donc les algos permettent de comprendre et d'apprendre comment traiter efficacement. Ce qu'on va pouvoir faire ensuite, parce qu'on est dans un phénomène d'apprentissage, c'est leur demander de prédire. Ici, là encore, des images qui ont été sélectionnées par les algos, comme images engageantes. Et essayez de fixer votre attention sur une de ces images. Choisissez-en une. Et puis on va passer au slide suivant, restez sur l'image que vous avez choisie. Et en fait, ce que je vous prendrai après, c'est des images que nous appelons similaires, ressemblantes. Ce n'est pas la même image, mais elle reprend les codes, le sujet, les luminosités, les contrastes, les saturations, etc. Et en fait, l'algo, il va apprendre que ça engage. Et donc, il va pouvoir, à partir des images précédentes, sur des gros volumes, prédire la performance de ces nouvelles images.
vous avez des scores qui sont très élevés, en l'occurrence, des scores supérieurs à 8,5. Et on retrouve notre image moitié changeante, je crois. Voilà. Ensuite, ce qu'on va chercher à faire en tant que marketeur, c'est optimiser. Et pourquoi il y a de très forts gisements d'optimisation sur ce sujet? Parce qu'en fait, compte tenu du fait qu'on a complètement focalisé nos efforts sur les 3 dimensions de la droite de ce schéma et largement oublié les possibilités d'optimisation à gauche, une fois encore pour des vraies bonnes raisons, c'est qu'on n'avait pas la capacité technologique à le traiter avec une approche de data scientist, eh bien, on a un gisement d'efficacité phénoménal sur la gauche de ce schéma. Nous, à travers les échanges qu'on a avec les acteurs de l'écosystème, bien évidemment, on est en contact avec toutes les typologies d'acteurs, annonceurs, agences, etc., régies. En fait, actuellement, alors là, je vous parle de ce que je vois sur le marché français, même si on n'intervient pas que sur le territoire français, ça reste quand même le marché qu'on connaît le mieux. Aujourd'hui, les acteurs ont énormément de mal à optimiser, à générer de l'incrément de performance à droite de ce schéma. Si vous focalisez vos efforts sur la droite, aujourd'hui, on est sur un plateau. Ça fait 15 ans, 20 ans qu'on cherche à optimiser ça. Globalement, on n'y arrive plus. Enfin, il faut être clair. Vous allez trouver de ci, de là des opportunités d'optimisation. Ça devient très compliqué et très coûteux, avec des explosions combinatoires, etc. Et à gauche, un sujet qu'on n'a pas commencé à traiter, ce qui fait que quand vous commencez à le traiter, désolé parce que je ne voudrais pas donner l'impression de faire une présentation à caractère commercial, mais ceci dit, c'est important de vous montrer quand même ce type de chiffres. Vous obtenez des impacts sur les conversions qui sont entre plus 50% à plus 100%, sur les taux de clic, x2, x3. Alors, la mesure, si on compare une image qui est scorée 5 avec une image scorée à 9, et puis bien sûr, sur l'engagement social, ça explose. En conclusion, bon, même si les intervenants précédents expliquaient que ça n'existait pas, considérons que c'est symbolique, que c'est, malgré tout, on va présupposer qu'on a quand même une dimension créative et une dimension rationnelle, même si on ne les oppose pas. Nous, notre métier, c'est de réconcilier ces 2 sujets, ces 2 mondes. Pourquoi je dis 2 mondes? Parce qu'au fond, quelquefois, pour expliquer ce qu'on fait, notre métier, et je conclurai là-dessus, nous sommes des scientifiques de l'image, ou des scientifiques, des data scientists qui s'intéressent à l'image, qui parlent à des créatifs qui s'intéressent à la data. Merci. Comme vous avez beaucoup parlé, vous allez être sanctionné. Vous n'avez que 2 minutes pour répondre à 2 questions. Arnaud, la première question, c'est que est-ce que The Countery, ce genre d'outil, n'aurait pas plutôt l'effet de nous rendre encore plus paresseux que nous le sommes, et donc de tuer notre créativité, et dans le fond de favoriser la pensée unique? Ouais, très bonne question. Alors c'est une question vous ne m'en voudrez pas très souvent, qui est mais n'êtes-vous pas en train de standardiser, tuer la créativité? Voilà. Alors, il se trouve qu'on n'était pas forcément très à l'aise avec cette question, donc on a fait notre homework, si je peux dire, on a essayé de comprendre, parce que ce n'est pas du tout le sentiment qu'on avait. Et en fait, il y a 2 facteurs qui nous ont rassurés sur le fait que ce n'était réellement pas le cas. Le premier, c'est qu'on a rejoint l'accélérateur LVMH, la station F, pareil, l'été dernier. Et dans les gens qu'on rencontre, il y a bien sûr les directeurs de la création des maisons LVMH. Et après avoir entendu « vous êtes en train de tuer la créativité » quand vous prenez un directeur de la création d'une maison d'LVMH, il faut être préparé à traiter ces sujets-là, ou cette objection. La réalité, c'est qu'ils comprennent très très bien ce qu'on fait, et qu'ils sont parmi nos plus grands supporters. Il y a 2 raisons à ça. La première, c'est que ce sont des gens qui sont en recherche d'excellence, et que l'explosion du digital, et on sait que sur les secteurs du luxe, de la beauté, le digital est clé, eh bien, ils ont besoin de produire l'excellence tous les jours et plusieurs fois par jour. Ils ne le disent pas, mais ça devient un vrai problème. On a vu la structure de la production. On n'est pas toujours dans l'excellence. Et c'est aussi vrai dans le luxe. Donc, on est pour eux une façon de rechercher l'excellence de façon plus systématique, en tout cas, ils recherchent, mais d'y accéder. Le deuxième,
Il y a une définition que donne Ian Rogers, le Chief Digital Officer de LVMH, que j'aime beaucoup, qui dit on est une boîte créative backée par de l'excellence opérationnelle. On est des créatifs backés par de l'excellence opérationnelle. Et je trouve que ça résume assez bien la proximité culturelle qu'on peut avoir entre ce type de culture et ce qu'on fait. Le deuxième élément, c'est que vous êtes dans des entreprises qui ont une vraie culture de la créativité, voire une vraie culture artistique. Et en fait, si vous regardez comment tous ces gens qui ont cette culture-là, et même une culture de l'histoire de l'art, fonctionnent, en fait, ils ont très bien compris quelque chose qui a été décrit par un historien de l'art qui s'appelle David Carriff, qui explique en fait tous les courants artistiques, les influences, etc., et qui rappelle à quel point les artistes se sont influencés les uns les autres et comment la créativité des artistes, observée par d'autres artistes, on a parlé beaucoup d'observations, génère de la créativité. Donc voilà, et pour la petite histoire, Modigliani a été influencé par Picasso, qui a été influencé par Cézanne, qui a été influencé par Courbet, qui a été influencé par Velázquez, et il y a énormément d'autres exemples de ce type. Donc ça, c'est la réponse qu'on fait. On amène, il y a 40 milliards d'images sur Instagram, on est capable d'aller chercher ce qui performe le mieux, ce qui engage le plus, et donc on pense qu'on est une aide à la créativité. Et hormis les grandes marques que vous avez mentionnées, est-ce que c'est accessible à nous tous de Contlery aujourd'hui? Est-ce qu'on peut être parmi les early adopters? Alors, c'est bien sûr accessible à tous. En revanche, si on regarde quels sont les early adopters, il y a deux conditions, il y a deux facteurs essentiels. Le premier, c'est que l'image soit centrale dans le modèle, pas dans le modèle économique, mais dans la décision d'achat. Donc, ce sont des secteurs comme le luxe, la beauté, le voyage, on pourrait dire l'automobile, pour lesquels l'image va être clé dans la décision de s'engager avec la marque. Si je suis dans l'assurance ou la finance, c'est beaucoup moins évident que ce type de technologie va créer beaucoup de valeur. Pour l'instant, on ne l'a pas encore démontré. Et le deuxième sujet, c'est la culture digitale. C'est-à-dire que pour nous, il est essentiel de parler à des acteurs qui sont dans la création et qui ont une forte culture digitale. Pourquoi? Parce que, et c'était mon point de départ, ils ont une culture de la mesure. Et donc il faut qu'on ait face à nous des professionnels de la création qui ont cette culture de la mesure. Ce qui n'est malheureusement pas encore toujours le cas. Merci beaucoup Arnaud. Merci. On vous Nina, retrouve merci tout à l'heure à la pause.